Jacques Chirac mange du poulet pour rassurer le consommateur et défendre la filière avicole au salon de l'agriculture. Manger du poulet, seule façon d'être solidaire. Il n'y a aucune raison de paniquer. La persuasion du chef de l'État qui a joint le geste à la parole. Le gang de Bagneux, avant l'enlèvement d'Ilan, s'en était pris à de nombreuses personnalités. Chantage, menaces, extorsion de fonds. Le PDG d'Arte, Jérôme Clément, ou encore Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, ont été les victimes de ces tentatives avortées. Pour préserver le secteur vital de l'énergie, le gouvernement décide la fusion entre Gaz de France et le groupe Suez, une façon de contrer l'OPA hostile italienne, un mariage qui donnera naissance à un des premiers géants mondiaux de l'énergie. Une condamnation exemplaire, celle d'un restaurateur pour avoir servi de l'alcool à un conducteur déjà ivre qui a provoqué ensuite un accident mortel. Ce restaurateur vient d'être condamné à 10 ans d'interdiction d'exercer et à 3 mois de prison avec sursis. La plus grande ferme de France, vitrine du monde agricole, a ouvert ses portes ce matin. Cette année, elle est privée de ses volailles. Le salon d'agriculture est toujours un événement qui attire des centaines de milliers de visiteurs. Madame, Monsieur, bonsoir. La France est donc bien le premier pays de l'Union européenne à devoir faire face à la grippe aviaire dans un élevage. Pour autant, rien ne justifie la moindre psychose. L'alerte a été donnée bien avant la confirmation des analyses et dans l'Ain, un tiers du département a été placé sous haute surveillance. Benoît Bringer, Olivier Jacquelin. La ferme de la Chapelle a retrouvé son calme. La décontamination est terminée. À l'intérieur, l'éleveur Daniel Claire et sa famille. Nous l'avons joint par téléphone. Il a désormais l'autorisation de sortir, mais préfère rester chez lui pour l'instant. Abattu, mais visiblement en bonne santé. Si on ne se sentait pas bien, on n'est pas en pleine forme, puisqu'on a quand même subi un gros choc. Mais au niveau de la santé, ça va, quoi. Mais donc, on est en relation tous les jours. Avec les médecins? Avec les médecins. Les habitants ont appris la nouvelle en allumant leur radio ce matin. C'est bien le H5N1 qui a touché Versailleux. Première réaction de l'épicière, installer un pédiluve fait maison devant son magasin. Je mets une serpillière avec de la javel pratiquement pure pour désinfecter les chaussures des gens qui rentrent dans le magasin afin de limiter la contamination. Après l'attente des résultats, c'est le temps des questionnements à Versailleux. Certains, comme cette habitante, s'interrogent sur les risques qu'ils encourent et déplorent un manque d'information des autorités. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? On ne le sait pas. Est-ce qu'il faut prendre quelque chose, un traitement médical? On ne le sait pas. Tous ne partagent pas cette inquiétude. Jean-Louis Tournier, ancien éleveur, a confiné ses poules, mais il entre chaque jour dans sa basse-cour sans aucune crainte. Je ne suis pas du tout inquiet du contact avec les poules. Hein. Absolument pas. Hein. Ça vous fait pas plus peur? Ah non, non, pas du tout. Alors là, je vais vous dire, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. Ce soir, les rues de Versailles restent extrêmement calmes. Le village est quasi désert, comme coupé du monde. Seule animation de la journée, les journalistes désormais autorisés à pénétrer dans la zone de protection. Une zone qui restera fermée à la circulation pendant au moins 3 semaines. Rien ne justifie la moindre panique. On peut manger du poulet sans crainte. Une conviction, presque un slogan, qu'a martelé Jacques Chirac, qui inaugurait ce matin le salon de l'agriculture. Et il a donné l'exemple. Les Français doivent se montrer solidaires avec leurs agriculteurs. Et la meilleure façon, c'est de consommer. Alix Bouillaguet, Francis Forget. Bonjour, heureux de vous accueillir ici à ce salon. Jacques Chirac vient à peine d'arriver au salon de l'agriculture. Aussitôt, il tient à faire une mise au point. Il n'y a aucun danger pour les Français, ou les Européens, à manger de la volaille ou des œufs. Et on voit se développer, hélas, avec les conséquences économiques et sociales que ça comporte, une espèce de panique totalement injustifiée. Quelques instants plus tard, il va même joindre le geste à la parole. Moi j'ai pensé qu'on pouvait commencer par un petit morceau de volaille. Voilà. Le message est passé, alors Jacques Chirac ne va pas se contenter de manger que du poulet. Un petit coulis de fromage comme d'habitude. Oh, merci. Et puis, si vous voulez, on peut les déguster. Bon, ça, c'est un camembert. Ce sont les mois de la Corée. Avec la complicité de Pierre Chevalier et de Mathieu Martinou. Un passage obligé chez les bovins. Super. Super. Et tout à fait calme. Tout à fait calme, oui. Vous savez comme il est beau, le petit agneau? Bien sûr, on fait tout avec le petit agneau, avec le président. Voilà. Mais c'est décidément le poulet qui aura été la grande star de ce salon. Il faut manger du poulet. Très bien. Et boire du rosé. Et boire du rosé, ça le fait très bien passer. Pour le président de la République, c'est la morale de l'histoire.
En Europe, la seule production de volaille bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée est la volaille de Bresse, dont l'une des particularités est d'être élevée en plein air. Les mesures de confinement dans cette région, qui n'a pas été touchée par le virus, sont acceptées, c'est vrai, par les éleveurs, mais on comprend leur inquiétude. Il leur faut à tout prix garder le label qualité. Thierry Curtet, Marc de Lagenhagen. C'est la seule silhouette de poulet de Bresse, désormais à l'air libre. Plus une seule volaille ne gambade désormais dans la campagne. C'était pourtant ce qui lui donnait son AOC et son goût si particulier. En enfermant les poulets de Bresse, les éleveurs sont bien conscients d'aller à l'encontre de leur appellation, au moins momentanément. Mais ils imaginent déjà des solutions. Le principe de l'AOC, c'est qu'on a une alimentation déséquilibrée et que nos volailles aillent chercher l'équilibre dans la nature. Donc l'équilibre en protéines, minéraux et vitamines. Donc comme elles n'ont plus accès au parcours, il va falloir qu'on amène ce qu'elles trouvaient dans le parcours dans leur mangeoire. Une alimentation noble donc, mais ça ne suffit pas. Chaque fermier recense l'espace couvert dont il dispose pour que chaque poulet puisse retrouver un peu d'espace vital. Toute la filière est déterminée à s'adapter. Les abattoirs multiplient eux aussi les nouvelles mesures de protection. Ils enregistrent des commandes en baisse de 40%, même si l'élevage touché était industriel et situé en Dombes et non en Bresse. La citoyenneté l'emporte et comme un seul homme, les Bressans disent on ne peut pas faire risquer aux consommateurs, sous prétexte que nous détenons la seule appellation d'origine au monde, nous ne pouvons pas faire courir le risque aux consommateurs de laisser cette saloperie de virus venir s'installer et foutre le cirque demain matin. Les producteurs, les grossistes s'inquiètent, mais à l'autre bout de la chaîne, on ne remarque pas de changement d'attitude du consommateur. Moi je ne pense pas, ça n'a pas du tout changé les habitudes de consommation du client, mais pour peu que ça dure depuis à peine une semaine. Hein. On va voir à force, mais là, présentement, ça n'a rien changé. Toute la filière s'installe donc durablement dans la crise pour la survie du poulet de Bresse. Coup dur pour les producteurs. Le Japon a décidé de suspendre provisoirement du moins ses importations de volailles et de foie gras en provenance de la France. La filière avicole, premier exportateur européen, subit donc un premier revers. La crise, malgré les aides de l'État, ne fait que commencer, redoutent les éleveurs. Séverine Lebrun, François-Julien Piednoir. Élevage, production d'œufs, abattage ou encore transformation, la filière avicole fait vivre en France 65 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Et déjà le secteur est en souffrance, les professionnels font état d'une perte de 130 millions d'euros. Quand il y a baisse des ventes, ça a des répercussions bien sûr sur les abattoirs qui vendent moins, en amont sur la production qui doit réduire ses mises en place, et en amont encore sur les couvoirs, les fabricants d'aliments, donc qui ont moins d'activité également, tout est lié. Chômage technique, non-renouvellement de CDD et d'intérimaires, des centaines d'emplois ont déjà été supprimés. Dans cet abattoir auvergnat, par exemple, les 31 salariés sont au chômage partiel, une première étape. Ça va déboucher certainement sur des licenciements à court terme, donc sur des licenciements de personnes en CDI. Chaque année, 1 900 000 tonnes de volailles sont abattues, à 40% destinées à l'exportation. Car la France est le premier exportateur européen, notamment vers l'Allemagne ou la Belgique. C'est aussi le 4e exportateur mondial. Ses clients, le Moyen-Orient et certains pays d'Asie. Un commerce qui rapporte chaque année 1 milliard d'euros à la France et qui est lui aussi touché. Par précaution, le Japon va suspendre ses importations, notamment de foie gras. D'autres pays pourraient suivre la même voie, au Moyen-Orient par exemple. Nouveau développement dans l'enquête sur le gang de Bagneux. D'abord, Ilan Halimi aurait été tué après avoir vu peut-être ses ravisseurs. C'est du moins une hypothèse sérieusement envisagée. Deuxième élément du jour, l'interpellation d'une adolescente qui aurait servi d'appât. Le point Anouk Burel, Laurent Desbois. Très agité, peu coopératif, Youssouf Fofana, ici sous un drap blanc, restera 48 heures de plus en garde à vue à Abidjan. Des auditions difficiles selon les enquêteurs. Sans remords ni regrets, le cerveau du gang des barbares aurait même menacé les policiers durant l'interrogatoire. Son retour, soumis à une procédure d'extradition, ne devrait pas intervenir avant la semaine prochaine. À Paris, les gardes à vue se succèdent au 36 quai des Orfèvres. L'enquête avance à grands pas. Arrestation importante, les policiers détiennent la jeune fille qui a attiré Ilan Halimi dans le piège. Une jeune et jolie brune qui avait pour mission de le séduire.
Elle n'a que 16 ans, elle est d'origine iranienne. Elle vit avec sa mère et sa sœur dans un pavillon coquet au nord de Paris. Son petit ami aurait lui aussi fait partie du gang. Elle est venue à la rencontre d'Ilan dans ce magasin du boulevard Voltaire. 3 jours plus tard, il l'a rejoint au parc de Sceaux. C'est dans cette allée que les enquêteurs retrouvent la voiture du jeune homme. La jeune fille a reconnu les faits lors de sa garde à vue. À ce jour, 14 personnes ont été mises en examen. Les enquêteurs recherchent toujours les hommes de main de Youssouf Fofana. Les enquêteurs qui commencent également à mieux cerner les activités du réseau. Et bien avant l'enlèvement d'Ilan, on découvre qu'un certain nombre de personnalités ont été menacées, victimes de chantage et d'extorsion de fonds, comme le PDG de la chaîne Arte, Jérôme Clément, ou encore l'ancien président de Médecins sans frontières, Ronnie Broman. Tous deux ont été les cibles du gang. Yann Fronty, Arnaud Miguet. Depuis plus de 3 ans, Youssouf Fofana et son entourage auraient multiplié les tentatives d'extorsion de fonds, comme l'a révélé ce matin le quotidien Libération. Sous des noms d'emprunt, en utilisant par exemple le sigle de groupe clandestin corse, il aurait tenté de racketter plusieurs personnalités comme Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières. Une enveloppe était dans ma boîte aux lettres qui contenait à la fois une lettre me menaçant de mort, me réclamant l'impôt révolutionnaire, puisque cette lettre était signée d'Armata Corsa, et on me demandait de verser plus de 300 000 €. Et quelques mois plus tard, à peu près même épisode, les mêmes formes, mêmes lettres, même enveloppe, mais cette fois-ci accompagné d'un coup de feu dans mon portail et d'un jet de 2 cocktails Molotov dans la cour de ma maison. Les mêmes menaces, les mêmes tentatives d'intimidation. Jérôme Clément, le patron d'Arte, les a reçus lui aussi, accompagné d'une vidéo explicite. Cette cassette vidéo représentait des gens cagoulés, armés, utilisant des bazookas, des mitraillettes et tirant contre des cibles qu'on ne voyait pas, en me disant voilà ce qui va vous arriver si vous ne versez pas la rançon. Autre victime, maître Joseph Cohen-Saban. A-t-il été choisi à cause de ses origines juives? L'avocat pénaliste s'interroge. Pourquoi moi? Parce que je m'appelle Cohen-Saban, ce qui est l'étendard juif par excellence. Je m'appelle Cohen-Saban. Est-ce que c'est cela qui a provoqué le ciblage? Est-ce ma fonction d'avocat, ma profession d'avocat? Les deux? Je ne sais pas, mais rétrospectivement, effectivement, un sale sentiment de très très désagréable malaise. Sur la vingtaine de cibles choisies par le groupe, toutes n'étaient pas juives, mais toutes résidaient dans le sud de Paris, d'où est originaire Youssouf Fofana ainsi que ses complices présumés. Autre lien établi par la police. Dans chaque affaire, y compris le rapt et le meurtre d'Ilan, une même cabine téléphonique, un même cybercafé ont été utilisés. C'est le soulagement en Seine-Maritime. Hélène est rentrée à la maison, elle n'a pas été enlevée, elle a simplement fugué, une histoire de son âge. Ça faisait une semaine qu'elle n'avait plus donné de ses nouvelles et la disparition de cette jeune fille de 17 ans avait suscité de vives inquiétudes. Les gendarmes ratissaient depuis le début de la semaine les environs. J'en viens à l'agression de cette assistante sociale près de Strasbourg. Les circonstances de l'affaire sont assez floues. Tout semble indiquer qu'il existe un lien entre le métier de cette jeune femme qui s'occupait de placer des enfants ou encore d'aider des femmes ayant des difficultés à procréer. L'enquête, bien sûr, ne fait que commencer. Un portrait robot des 2 agresseurs devrait être établi lundi. Frédéric Monteil, Jean-Pierre Pasteur. C'est dans cet hôpital, dans une banlieue tranquille de Strasbourg, qu'une assistante sociale a été rouée de coups vendredi matin. Les 2 agresseurs, âgés entre 30 et 50 ans, sont passés par ce couloir. Selon le parquet de Strasbourg, une fois entré dans le bureau, un des 2 hommes tente d'étrangler la jeune femme de 31 ans. Il lui frappe la tête à l'aide d'un livre, lui assène un coup de pied au ventre. La femme s'évanouit. Personne n'a compris dans un établissement qui a pour vocation d'aider les gens, et une assistante sociale qui a encore plus fait pour provocation d'aider les gens, personne n'a vraiment compris. Et tout le monde a été choqué. Avant de s'enfuir, les 2 agresseurs inscrivent à l'aide d'un marqueur Mohamed sur le ventre de la victime et sale juif sur un mur. La jeune femme travaillait sur des sujets sensibles comme l'avortement, mais la direction de l'hôpital reste prudente et ne privilégie aucune piste. Elle ne connaissait pas ces agresseurs, d'après les informations qu'elle a pu nous donner, et par ailleurs n'est pas en mesure de relier ces événements à un dossier particulier. Pour l'instant, la police exclut l'hypothèse d'un acte raciste ou antisémite, car la victime n'était pas de confession juive ou d'origine étrangère. Avant d'établir un portrait robot des agresseurs, la police poursuit l'analyse des bandes vidéo de l'hôpital. Quant à la jeune assistante sociale, victime de multiples contusions, elle a été transférée dans un hôpital voisin.
Dominique de Villepin est attendu à la Réunion demain. Il devrait annoncer un plan de lutte contre l'épidémie de chikungunya dont le nombre de malades ne fait qu'augmenter. Si l'on sait encore peu de choses sur la maladie, on a constaté que la transmission se faisait de la mère à l'enfant pendant la grossesse, mais pas systématiquement. Le devenir médical de ces nouveau-nés reste incertain. Reportage de nos envoyés spéciaux Jacques Cardoz, Guillaume Fautra. Ils ne sont pas épargnés par la douleur. Premier signe distinctif pour ces nouveau-nés atteints du chikungunya. Une douleur aux articulations handicapantes, certains présentant même des lésions buccales. C'est un bébé qui souffre quand même beaucoup, présente beaucoup de douleurs. C'est un petit qui ne mange plus, donc il est ici pour une prise en charge aussi bien au niveau de la douleur que de son alimentation, étant donné qu'il ne peut plus téter. Impossibilité de s'alimenter au biberon, fièvre importante, les symptômes sont multiples. Ils nécessitent parfois une hospitalisation en réanimation. Les formes graves qu'on a observées sont des méningoencéphalites, c'est-à-dire avec un œdème du cerveau, mais a priori sans destruction cérébrale. Une fois que le virus a généré cet édème régresse relativement rapidement, puisque le bébé fabrique des anticorps. Cette femme atteinte de la maladie fait l'objet d'une surveillance particulière. Elle en est au 8e mois de grossesse, mais son bébé ne sera pas forcément porteur du virus, car les nouveau-nés ne pourraient être infectés que dans la semaine qui précède l'accouchement. L'hôpital accueille aussi des enfants contaminés après la naissance par piqûre. C'est le cas de Brian. Il avait les jambes enflées, c'était même bleu, ses jambes étaient bleues. Il est très fatigué. Malgré ces troubles, tous les bébés ont pu récupérer après plusieurs semaines de traitement. Il est évidemment beaucoup trop tôt pour se prononcer sur les conséquences de la maladie à long terme chez l'enfant. Actuellement, plusieurs équipes de recherche travaillent sur ce sujet. À l'étranger, l'Irak est entré dans le cycle infernal des représailles entre les communautés chiites et sunnites. Une escalade qui fait craindre l'explosion d'une guerre civile dont personne ne peut dire l'issue. À Bagdad, la ville est sous couvre-feu et pourtant, c'est un convoi funéraire qui a été attaqué ce matin, un attentat lors des obsèques de la journaliste de la chaîne Al Arabiya, enlevée et assassinée en milieu de semaine. Loïc Delamornay. On ne sait plus qui venge qui ou quoi. Ce matin, sur ce marché bondé de la ville sainte de Kerbala, 8 personnes ont été tuées, 5 chiites et 3 sunnites. Un peu plus tôt, c'est une famille sunnite de 12 personnes qui a été entièrement massacrée au nord de Bagdad. Et ce matin, les funérailles de Atwar Badjat, la journaliste d'Al Arabiya enlevée et assassinée mercredi dernier, ont été à leur tour mitraillées avant de subir une attaque à la bombe. On déplore plusieurs morts dans le cortège. Depuis le dynamitage de la mosquée d'or de Samara mercredi dernier, les représailles intercommunautaires entre chiites et sunnites ont fait jusqu'à 150 victimes. Les luttes sectaires et la guerre civile vont éclater. Je pense que ceux qui ont attaqué la mosquée d'or voulaient justement cela. Maintenant, on peut s'attendre à tout. À Washington, George Bush a voulu écarter le risque de guerre civile, mais il a reconnu que c'est l'heure du choix pour le peuple irakien. Un peuple autrefois uni par la dictature, aujourd'hui fractionné entre ethnies. Au nord les Kurdes, à l'ouest les sunnites, au sud les chiites, majoritaires. Les laborieuses tractations pour la constitution irakienne ont tenté de préserver l'équilibre. Le président de la République est kurde, mais il a 2 vice-présidents. Le Premier ministre est chiite et le président du Parlement est sunnite. Majoritaire au Parlement, doublement présents à l'exécutif, les chiites sont pour la première fois au pouvoir dans un pays arabe. Et ils peuvent compter sur le soutien du puissant voisin perse, l'Iran, chiite également. Plus que jamais, le risque d'un embrasement total est là. Depuis 2 ans, les violences ont fait près de 20 000 morts. Aujourd'hui comme hier, un couvre-feu a été décrété dans plusieurs régions du pays où les habitants ne peuvent sortir qu'entre 16 et 20 heures. Et à Londres, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre l'attentat qui a visé le mausolée chiite de Samara cette semaine. Attentat donc qui a mis le feu aux poudres. Après l'énorme émotion suscitée par le meurtre d'Ilan Halimi, c'est demain à Paris que doit se dérouler une marche contre le racisme et l'antisémitisme, manifestation qui devrait accueillir des dizaines de milliers de personnes de toute sensibilité. L'annonce du Front National et du MPF de Philippe de Villiers d'être représentés dans le cortège provoque de très vives réactions. Le MRAP a décidé de se retirer, le FN parle de manipulation, l'extrême droite est indésirable, disent les organisateurs. Le point, Michael Darmon, Alexandre Cara. Quand l'émotion devient un enjeu politique,
Demain, 3 ou 4 élus du Front National, dont certains de confession juive, seront présents à la manifestation. Ils ne seront pas les bienvenus, car le FN est soupçonné de vouloir récupérer la situation. Il est tout à fait constant que depuis un certain nombre de mois, il y a une montée d'un certain antisémitisme lié directement à l'immigration. Moi, j'ai au moins le courage de le dire, ce que personne n'a le courage de faire, et que la communauté juive se sent inquiète, et probablement à juste titre. Mais pour les instances officielles de la communauté, il n'est pas question d'ouvrir officiellement le cortège au parti de Jean-Marie Le Pen. Les autorités qui dirigent le Front National ont été condamnées à plusieurs reprises pour des faits relevant soit du racisme anti-arabe, soit de l'antisémitisme anti-juif. Et par conséquent, je trouve que leur présence serait parfaitement hypocrite. Plus embarrassant, Philippe de Villiers est accepté dans le cortège, car dit le CRIF, il n'a pas été condamné pour propos antisémites, même s'il partage l'analyse de Marine Le Pen. Je veux délivrer mon message en appelant tous les hommes politiques français à sortir de leur peur et de leur torpeur face au problème immense de l'islamisation progressive de la société française, car nous sommes devant la montée d'un nouvel antisémitisme. Conséquence, le Parti communiste, le MRAP et certaines associations musulmanes retirent leur soutien à la manifestation. Pendant l'hommage à Ilan Halimi, la politique continue. Les ténors du Parti socialiste ces dernières semaines font campagne hors des frontières. Il y a eu Ségolène Royal et Jack Lang au Chili. Aujourd'hui, c'est au tour de Dominique Strauss-Kahn de participer en Italie au lancement du premier grand meeting de l'opposition. D'autres devraient suivre, comme Lionel Jospin, qui soutiendra la candidature de Romano Prodi contre Silvio Berlusconi. Sur place, Gérard Grisbeck, Karine Guillaume. Tous les leaders de la gauche italienne sont là, à commencer par Romano Prodi. Invité d'honneur, le socialiste Dominique Strauss-Kahn. Visiblement, il connaît déjà tout le monde. C'est un grand ami, c'est un ami du Parti socialiste français. Lorsqu'on lui demande si Strauss-Kahn peut être le candidat socialiste en 2007... C'est pas un problème à moi. Dans quelques jours, ce sera au tour de Ségolène Royal, puis de Lionel Jospin de venir ici à Rome pour soutenir Romano Prodi. Nous avons des relations amicables avec tous. Hein. Et vous avez une préférence entre tous ces candidats? Oui, jamais, mais... L'orateur Strauss-Kahn s'est taillé un franc succès, discours en italien et une cible, Silvio Berlusconi, qui s'est comparé il y a quelques jours à Napoléon. Non è nient'altro che Berlusconi che dovrete affrontare. Ed è il Berlusconi che va a Waterloo. C'est très important pour la gauche française que la gauche italienne gagne. Moi je veux qu'on soit capable d'arriver à construire une sorte de programme collectif de la gauche européenne, pour ne pas refaire ce qu'on a fait en 97, c'est-à-dire une majorité de pays qui en Europe avaient des gouvernements de gauche et l'incapacité de mener véritablement une politique de gauche en Europe. Romano Prodi, qui a été président de la Commission européenne, ne peut qu'être sensible à ce discours. À 6 semaines des élections, la gauche italienne s'affiche avec la gauche européenne pour les socialistes français. Ça tombe bien, puisqu'ils sont eux-mêmes en pleine préparation de la campagne électorale. Au chapitre économique, c'est une course contre la montre qui s'est engagée pour contrer la menace d'une OPA italienne sur le groupe français Suez. Parce qu'il s'agit de préserver le secteur vital de l'énergie, le gouvernement vient de décider la fusion entre Gaz de France, dont l'État est actionnaire majoritaire, et le groupe Suez, un mariage annoncé. Reste à organiser les modalités de l'union. Il faudra en passer par une modification de la loi. Les explications nécessaires de Vincent Fourcade et Guillaume Viard. Gaz de France et Suez, les deux géants de l'énergie s'apprêtent à fusionner. D'un côté, le groupe public français, 38 000 salariés et plus de 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires. De l'autre, Suez, un mastodonte franco-belge, 160 000 collaborateurs et plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le mariage n'est pas encore fait, mais le Premier ministre vient de publier les bans au nom de l'intérêt national. Compte tenu de l'importance stratégique de l'énergie, la fusion de Gaz de France et de Suez semble aujourd'hui la voie la plus appropriée. Avec cette fusion, nous avons l'ambition de créer un des tout premiers groupes mondiaux de l'énergie. Une fusion au nom du patriotisme économique, car le gouvernement souhaite éviter que Suez, un des fleurons de l'industrie française, passe sous contrôle étranger. Et la menace est réelle. L'italien Enel ne cache plus son intention de racheter le groupe Suez. Mais pour s'unir avec Suez, l'entreprise publique va devoir évoluer. La part de l'État dans GDF devrait diminuer
et les syndicats de redouter une possible privatisation de l'opérateur gazier. En fusionnant ces deux groupes-là, il va falloir donc qu'ils changent la loi et que vendre des actifs, Gaz de France, l'État va vendre ses parts à des entreprises privées, à des privés, à des actionnaires privés. Gaz de France et Suez, les deux sociétés réunissent en ce moment même leur conseil d'administration pour fixer les règles de cette fusion. Elles devraient être dévoilées dès lundi. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans l'extraordinaire développement d'Internet? Aujourd'hui, la France compte plus de 23 millions d'internautes. L'histoire d'une révolution sur la toile. Tout a commencé en 91. Nicolas Lemarinier, Daniel Lévy. Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes. Bah là, il fait un peu froid, mais plutôt beau, donc c'est assez agréable, quoi. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Et quand le réseau n'est pas saturé, ça marche, c'est vraiment très pratique. J'ai des amis qui sont à l'étranger, mon frère est au Maroc, donc ça me permet de communiquer en illimité et gratuitement. Il y a 15 ans, ça c'était de la science-fiction. 1991, naissance d'une drôle de formule, http://www. Créé pour l'armée américaine en 1969, l'Internet s'ouvre au grand public. On peut aussi se cultiver durant la pause repas en visitant le musée du Louvre, tout en s'amusant avec les toiles de maître. Seul problème, la vitesse, ou plutôt la lenteur. Il faut plusieurs minutes pour afficher une seule image. En 1994, la France compte 75 000 internautes seulement. Les particuliers s'emparent du réseau. Première page personnelle, premiers emails. La machine est lancée et ne va plus s'arrêter grâce au moteur de recherche. Supposons qu'il n'existe pas de moteur de recherche. On ferait quoi? On aurait l'impression d'être dans une vaste bibliothèque, mais où sont les livres? Donc, les moteurs de recherche, c'est quelque chose d'absolument fondamental. 1999, la belle histoire devient un cauchemar pour l'industrie du disque avec le premier site d'échange de musique. Les virus informatiques sont de plus en plus violents. Après 2000, le haut débit démocratise le net. Les ados s'y racontent sur des blogs, les consommateurs pressés y font leurs courses, les célibataires cherchent l'âme sœur et l'on peut visiter le monde entier. En 2006, la France compte 24 millions d'internautes. La sécurité routière vient de perdre dans l'Hérault 3 de ses 8 radars automatiques qui ont été découpés au chalumeau la nuit dernière dans les environs de Béziers et de Sète. Une vraie hécatombe dans la région. Un 4e avait déjà été incendié au début du mois. Et ceci nous amène à cette condamnation exemplaire, celle d'un restaurateur du Var, pour avoir servi de l'alcool à un conducteur qui était déjà ivre et qui a provoqué ensuite un accident mortel. Eh bien, ce restaurateur a été condamné à 10 ans d'interdiction d'exercer et à 3 mois de prison avec sursis. Nicolas Luzet. Les rideaux sont baissés. 10 ans d'interdiction d'exploiter un débit de boisson pour ce restaurateur varois. Parce que le client était manifestement ivre lorsqu'il a repris la route et que l'un des passagers est mort, il est jugé responsable, homicide involontaire, 3 mois de prison avec sursis. En qualité de restaurateur, était-il censé servir autant d'apéritifs jusqu'à 2 h du matin à des clients qui repartiront sans manger? Dans les bars de la Côte d'Azur hier soir, les patrons avaient du mal à accepter cette condamnation. Refuser de servir un client, c'est possible, en théorie seulement. Vous savez, c'est pas évident de dire à une personne, vous avez trop bu. Parce que, étant donné qu'ils ont trop bu, c'est vrai qu'ils ont du mal à le comprendre. Il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui avait un peu trop bu. J'ai dit, maintenant, ça suffit, il faut arrêter, c'est dangereux. Il m'a dit, je n'ai pas de voiture. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me déplace? Je quitte mon établissement pour aller sur le parking, vérifier qu'il y a une voiture? Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. La profession refuse d'assumer seule. Elle dénonce le principe de cette condamnation. Seul le patron de bar est puni dans des cas pareils, or que vous avez les supermarchés, vous avez les épiceries de nuit, vous avez tous ces magasins qui vendent de l'alcool toute la journée, librement, sans aucun risque. Et pour un pastis ou un verre d'alcool dans un bar, on ferme l'établissement, c'est de l'injustice. Car sur les parkings des discothèques, la consommation d'alcool est fréquente. Mais les patrons de ces établissements se disent impuissants. Ils ne peuvent pas, disent-ils, se substituer aux forces de l'ordre. Dans les Alpes-Maritimes, un éboulement sur une route départementale non loin de Nice a perturbé l'accès aux stations de ski d'Isola 2000 et d'Oron. Les chutes de pierres qui n'ont fait heureusement aucune victime, mais cet énorme amas de terre et de roches nécessitera d'importants travaux qui pourraient prendre plusieurs jours.
La plus grande ferme de France, vitrine du monde agricole, a ouvert ses portes ce matin. Cette année, vous le savez, elle est privée de ses volailles. Le salon de l'agriculture est toujours un événement qui fait recette. Et tout a bien commencé. José Blanc-Lapierre, Daniel Lévy. Cet après-midi, dans les embouteillages du salon, chacun se frayait un chemin à sa façon. Sur 4 roues, dans le dos de papa, pourvu que les petits s'en mettent plein les yeux. Oui, voilà, il fait la position un petit peu, mais bon. C'est vrai que pour lui, c'est plus facile pour voir tout le monde. Derrière les barrières, des yeux qui cherchent le contact, l'échange des regards. Puis, les petites mains se lancent, quitte à se faire une frayeur. Alors que certains tentent le dialogue. Puis parfois, les portes des enclos s'ouvrent. Parce que c'est des bébés et en plus ils sont très mignons. Faut pas trop mettre ses doigts parce qu'après... Et Jordan, il s'y connaît. C'est quand ils ont envie un petit peu de s'échapper. Privilège aussi pour cette petite fille de rencontrer au hasard des allées une star bretonne. C'est une race qui a du style, qui a un os très fin et très sec. C'est un signe de lait, c'est ce qu'on appelle le caractère laitier. Même succès pour les nouveau-nés. Qui reste comme ça. Ah Chloé. Tu en rentreras à la maison, c'est génial. Cette année, des lapins pour remplacer les plumes et pour les enfants, l'occasion de découvrir l'actualité. C'est la seule poule que tu verras. À force de parcourir des kilomètres et des kilomètres, même en poussette, on finit par emporter tous ces animaux dans ses rêves. On passe au sport. Mission accomplie pour le 15 de France cet après-midi. Sur la pelouse du Stade de France, les hommes de Bernard Laporte se sont imposés face à l'Italie dans la 3e journée du tournoi des 6 nations, 37-12. Grâce à ce succès, les Bleus sont toujours en course pour la victoire finale dans le tournoi. Compte rendu de la rencontre avec Christophe Duchiron et Jean-François Renaud. C'était avant-match un bref instant de politesse entre Berbizier et Laporte. 2 entraîneurs français et néanmoins rivaux qui partagent le même boulot et pas forcément les mêmes valeurs. Entre ces deux-là, par le passé, il y a eu des mots qui fâchent. Bref, il y avait là un match dans le match. En première période, au lieu de se trouver, le plus souvent, les Français s'égarent. Résultat, les Bleus comptent les points. Ramiro pèse 3 pénalités entre les poteaux. Il faudra un essai de Thomas Lièvremont, bien servi par le coup de pied de Jean-Baptiste Elissalde pour sauver la patrie en danger. Au repos, avec un nouveau drop de Pèse, l'Italie mène 12-8. C'est vous dire qu'en première période, malgré la couleur des maillots, les Français ne sont pas tout blancs. Première mi-temps catastrophique, beaucoup de doutes. Complètement joué complètement à l'envers, je dirais. Mais bon, force est de constater que l'équipe de France est bien repris. Les joueurs ont été performants en deuxième mi-temps, donc il faut les féliciter. En effet, en deuxième période, comme on dit au bistrot, changement de limonade. Thomas Castagnette, plein champ, offre le ballon à Yannick Nyanga qui plonge de bonheur dans l'embut. 16-12 pour la France. Désormais, les Italiens sont cuisinés à l'étouffer, moins fringants et réduits à 14 pendant 10 minutes, ils encaissent un essai. Et puis en fin de rencontre, comme en fin de repas, vient l'heure de l'addition. Rougerie marque en coin. Et pour finir, un 5e essai, tout un symbole. Frédéric Michalak, qui fut injustement sifflé il y a 15 jours, marque en solitaire. Le public applaudit, le 15 de France l'emporte 37-12, après avoir fini bien mieux qu'il n'avait commencé. De là à dire que la France du rugby est rassurée, faudra voir face à l'Angleterre dans 15 jours. Du cinéma pour finir, c'est une jeune fille de 18 ans qui a écrit, elle, un roman autobiographique et sulfureux sur la jeunesse dorée parisienne. En voici l'adaptation au cinéma avec la jeune et prometteuse Sarah Forestier dans le rôle d'une adolescente riche et paumée qui traîne son mal de vivre entre boîte de nuit et boutique chic. Marie Jojouan, Rémi Poissonnier. Mes premiers amoureux, c'était vers là. Elle a 19 ans, des souvenirs amoureux plein la tête et une audace inouïe qui la pousse à choisir des rôles extrêmes, comme celui de Hell, un mot qui veut dire enfer en anglais. Pauvre petite fille riche, prise entre drogue, sexe et fureur de vivre. On n'a pas marre de viser avec un con différent tous les soirs. C'est le 6e film de Sarah Forestier, propulsé par sa gouaille insolente dans l'esquive. C'est pareil, c'est pas pareil. L'auteur il marque sur votre bouche avec ma main et on n'est pas. Et la reconnaissance immédiate, couronnée par un César de l'espoir féminin. Bon, c'est le moment là. Michel Deville dans Un fil à la patte, Bertrand Blier dans Combien tu m'aimes. Les grands l'ont tout de suite adopté. Elle a gardé sa simplicité. La voilà plongée dans un univers à 20 000 lieues du sien, errant dans un monde superficiel et sulfureux, prise au piège d'un amour fou. J'ai envie de sortir, je sors, avec ou sans toi. Elle a de l'argent, elle a des belles fringues, elle a des copines, elle se tape plein de mecs, mais elle n'a pas trouvé sa raison de vivre. Et elle est perdue, donc elle a un mal-être.
Moi, j'ai trouvé le cinéma, c'est ce que j'aime faire. Donc ça m'épanouit tous les jours quand je fais mon métier. Moi, je kiffe. Depuis quand tu te drogues? Je me drogue pas, maman. Je suppose que c'est vous qui l'avez entraîné là-dedans. Oui, madame. Je ressens une espèce de vide. Et j'ai l'impression que les jeunes sont plus perdus parce qu'ils n'ont pas de valeurs sur lesquelles se poser, à part des valeurs matérielles. Et c'était un thème qui est abordé dans le film et qui m'a énormément touchée parce que je suis jeune. Un visage d'ange sous le feu des projecteurs, celui d'une héroïne qui cessera d'être une adolescente rebelle pour devenir une femme. Je t'aime pas et je t'ai jamais aimé. Un parcours initiatique que Sarah Forestier semble avoir déjà franchi. Elle marche vers une carrière internationale. Avant de refermer ce journal, revenons un instant à la manifestation de demain contre le racisme et l'antisémitisme. Avec cette précision, le Parti communiste sera bien présent. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h50, la télé de Sébastien. Excellente fin de soirée sur France 2.